Des complications venant de lui peuvent être graves et parmi ces complications graves, nous avons la paralysie cardiovasculaire ou encore la paralysie respiratoire avec des troubles du rythme. Chers téléspectateurs, nous sommes en train de parler du tétanos, cette maladie infectieuse qui est causée par une toxine sécrétée par une bactérie. Bonsoir à vos fidèles téléspectateurs du Carrefour de la Santé sur votre première chaîne missionnaire togolaise. Eh bien, ce soir, nous allons parler du tétanos, cette maladie infectieuse qui peut entraîner un décès si il n'est pas du tout maîtrisé. Et nous sommes accompagnés ce soir de Dr Urobere Asimaïla, médecin généraliste. Bonjour, docteur. J'espère que vous allez bien. Ça va, merci. En tout cas, soyez les bienvenus dans les locaux de SMA Togo TV. Merci beaucoup. Nous sommes contents de vous recevoir. Voilà, pour ce soir, nous allons parler du tétanos. Mais docteur, dites-nous, le tétanos, c'est quoi exactement? Merci beaucoup, docteur Amadou Fissal, de nous avoir donné la parole. Et c'est l'occasion pour moi de vous remercier pour tout ce que vous faites pour la population de façon générale et en particulier en matière de la santé. Merci. Donc, c'est l'occasion pour nous de, encore une fois, rappeler à la population en général cette maladie qui est souvent négligée et dont les conséquences sont dramatiques et graves. Donc, sans plus tarder, le tétanos, comme on le dit, c'est une toxi-infection aiguë, grave, non immunisante, due à une bactérie, la bacille tétanique, encore appelée bacille de Nicolaï. Voilà, bacille de Nicolas. Mais vous avez dit que c'est une maladie non immunisante, un peu plus claire, en termes clairs pour nos téléspectateurs. Quand nous parlons de maladie non immunisante, ce qui signifie que une fois que la personne fait la maladie, il n'est plus protégé. La maladie ne lui procure pas une immunité qui le protège contre une infection prochaine. Exactement. Une maladie non immunisante, c'est-à-dire qu'une personne qui fait le tétanos aujourd'hui et qu'après cette personne ne se protège pas, c'est-à-dire cette personne ne prend pas un moyen de prévention, cette personne peut refaire le tétanos à tout moment. Ce n'est pas une maladie dont on acquiert l'immunité, ce n'est pas également une maladie dont votre organisme s'habitue et prendra la défense à une prochaine occasion. Non, c'est une maladie. Une fois que vous l'avez fait, vous pourrez la refaire plusieurs fois si vous ne prenez pas un moyen de prévention adéquat. Mais docteur, en quelle en est la cause exacte? Vous avez dit qu'on a dit que c'était une toxi-infection, c'est causé par le Clostridium tetani, mais c'est quoi exactement? Ok, merci beaucoup. L'agent causal du tétanos, c'est le Clostridium tetani, qui a été découvert par Nicolaï, qu'on appelle souvent bacille de Nicolaï. Voilà, c'est pour cela qu'on a donné justement le nom, bacille de exactement, Nicolaï. Voilà. Exactement, exact. Donc, cette bactérie qui est tellurique, c'est-à-dire qui aime le sol, d'accord, les endroits un peu ça, la terre, tout ça là. Oui. Et la bacille, elle est anaérobique strict, ce qui signifie que il aime les endroits où il n'y a pas d'oxygène. Donc, cette bactérie, encore appelée Clostridium tetani, comme je viens de le dire, elle vit par terre, dans le sol, sur les endroits un peu sales, d'accord? Et donc, il se présente sous deux formes. La forme la spore tétanique et la forme végétative. Exactement. La forme spore qui est par terre et la forme végétative qui, lorsque la bactérie entre dans l'organisme. Donc, c'est un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Ces deux formes, en fait, ne sont que des dénominations en fonction du lieu où se trouve la bactérie à un instant donné. Exactement. Donc, si elle est dehors, on parle de forme spore, et si elle est dans l'organisme, on parle de forme végétative. Forme végétative. Mais comment peut-on contracter cette toxine-là? Comment peut-on choper cette bactérie? Exactement. Merci pour la question. La bactérie, comme je viens de le dire, c'est une bactérie tellurique. Il est par terre. Maintenant, comment se fait-il qu'il se trouve dans l'organisme de l'homme? Donc, par là, on comprend aisément qu'il faut qu'il y ait une faille au niveau de l'organisme. Et la faille là-bas, c'est quoi? C'est une plaie. Une ouverture. Une ouverture cutanée, d'accord? Ou muqueuse. Cutanée ou muqueuse. Parce qu'il faut rappeler aussi qu'il y a les portes d'entrée muqueuses. D'accord? Donc, lorsqu'il y a une ouverture cutanée, d'accord, à la suite d'une plaie, la bactérie va rentrer dans l'organisme.
Et là, il va créer des dommages. Il va sécréter tout d'abord des toxines. Il y a 2 types de toxines qui sécrètent. Il y a la toxine tétano-lysine et la tétanospasmine. Ok. Donc, c'est les 2 toxines qui vont entraîner des dégâts dans l'organisme qu'on verra un peu plus tard. Et ce sont ces dégâts qui vont entraîner les signes, voilà, du tétanos, qu'on appelle la symptomatologie du tétanos. Donc, ce sont ces dégâts causés par ces 2 toxines sécrétées par la bactérie, la toxine lysine et la toxine spasmo, vous avez dit? Pour être simple, il y a la tétanolysine et la tétanolysine, voilà. tétanospasmine. Tétanospasmine, exactement. Donc, ce sont ces 2 toxines qui vont entraîner les dégâts dans l'organisme. Mais docteur, quelles sont les voies de contamination? Quelles sont les voies d'entrée? Comment est-ce que cette bactérie peut avoir accès? Vous avez parlé des ouvertures cutanées, des ouvertures muqueuses. Mais est-ce qu'il y a d'autres causes? Exactement. Principalement, c'est les ouvertures cutanées, d'accord? Je vais les classer, pour aller plus simple, je vais les classer en 4 catégories. D'accord? Nous avons les plaies récentes accidentelles, d'accord? Par traumatisme récent, les accidents de la voie publique, les plaies par piqûre d'épines, d'aiguilles, d'accord? Les accidents domestiques. Voilà. Donc, on a la première voie, ça. L'autre voie, c'est les plaies chroniques. Les plaies chroniques comme les plaies diabétiques, les ulcères de jambes, les maux perforants plantaires. Donc, c'est les voies par lesquelles ça rentre. À part cela, il y a la 3e voie qui est les plaies traditionnelles créées par les actes de façon traditionnelle dans nos contextes africains. D'accord? Tout d'abord par les circoncisions qu'on fait souvent au village aux enfants. Voilà. Les incisions, les scarifications. Parce que cet aspect, il faut qu'on accentue un peu plus ça. Les scarifications, c'est beaucoup plus fréquent dans nos contrées. D'accord? Les scarifications. Et maintenant, plus récemment, en ville, les tatouages et les piercings. C'est des voies de contamination non négligeables de nos jours. Mais je crois que cela fait appel donc à un certain degré d'hygiène. Ce n'est pas, nous ne demandons pas que vous fermiez votre salon de tatouage, voilà, ou votre salon de piercing. Non, mais faites beaucoup attention. C'est vous protéger également, c'est protéger votre clientèle quand vous travaillez avec un degré d'hygiène assez important, quand vous travaillez dans des situations adéquates. Voilà, cela attire même d'autres clients à venir vers vous. Donc, faites beaucoup attention à ce que vous utilisez comme objet depuis chez vous à votre atelier. Cela n'exclut pas les coiffeuses, les couturières, ceux qui partent sans leur kit de maquillage, sans leur kit de pédicure, manicure. Nous-mêmes qui partons chez les coiffeurs des fois sans nos tondeuses, sans nos peignes, il va falloir qu'on puisse faire très attention parce que le tétanos, il est partout. Il est certes, le docteur l'a dit, il est certes tellurique, il est souvent dans la terre, mais cela n'empêche pas quand même, voilà, qu'il infecte des plaies. Est-ce que cela voudrait dire, docteur, que la durée de vie de la bactérie, est-ce qu'il n'y a pas un rapport dans le milieu extérieur ou s'il est en dehors du sable? Ok, merci beaucoup. J'aimerais un peu revenir sur la question précédente, comme on l'a dit. Il y a un aspect que souvent on oublie. Les plaies médicales. Les plaies créées à l'hôpital. Souvent par l'usage des matériels les matériels qui ne sont pas bien stérilisés, bien nettoyés. Pour ça, il faut aller dans un centre qui respecte les hygiènes, l'asepsie, qui respecte tout ça là. C'est important, c'est important pour le personnel soignant également que nous sommes. C'est très important de soulever cet aspect, oui. Pour répondre à votre question par rapport à la durée de vie du sport et autres, il faut comprendre que en milieu extérieur, le sport peut vivre aussi longtemps qu'il le peut. Parce que nos conditions, nos climats en Afrique ici sont vraiment favorables. Nos climats sont favorables, climat qui est chaud et humide. Donc, c'est favorable à la multiplication des sports et tout ça là. Donc, une fois dans l'organisme, c'est là que la bactérie peut commencer par entraîner des dommages que nous allons voir. C'est dommage, docteur. Dites-nous, une fois que nous y sommes, une fois que nous sommes là, dites-nous, c'est quoi ces dommages? Quels sont les signes du tétanos, en fait? Exactement. Merci beaucoup. Les signes du tétanos, je vais essayer de les classer en trois groupes. D'accord? Tout d'abord, il y a la phase d'incubation. D'accord? La phase d'incubation, c'est la phase
où la bactérie rentre dans l'organisme par une vertu cutanée, Oui, d'accord? oui, Mais il naturellement. n'agit pas. Et cette phase peut aller de 3 à 15 jours. La bactérie n'agit pas, il est là. Maintenant, la deuxième phase qui est la phase incisive. La phase d'invasion plutôt, excusez-moi, la phase d'invasion, cette phase où la bactérie va commencer par agir. Donc, le premier signe à observer en ce endroit, c'est quoi? C'est le trismus, qui est une contraction des muscles de la mâchoire. Uniquement que de la mâchoire pour le Uniquement de la moment, au mâchoire. début. Voilà. Au début de la mâchoire. Donc, elle peut être accompagnée des douleurs au niveau du cou, au niveau de la nuque et les douleurs au niveau de l'œsophage. Donc, ça, c'est la phase d'invasion, ça. Plus tard, la phase d'état, qui est la phase dramatique. C'est cette phase qui est caractérisée par la contraction musculaire généralisée. Tout le corps. Tout le corps tous les muscles. est concerné, tous les muscles sont concernés. Tout ce qui est muscle est concerné. Et là, nous allons voir que ça va persister au niveau de la face, le trismus va persister. Maintenant, au niveau du thorax, les muscles thoraciques vont se contracter, le thorax sera bombé. Au niveau de l'abdomen, le ventre sera dur, comme ventre de bois, et les membres inférieurs très rudes. D'accord? Oui. Et tout ceci va entraîner une attitude du patient. L'attitude en opisthostonose. Opisthostonose, ça. La contracture généralisée de tout le corps. Qui caractérise le tétanos. Nous allons mettre une pause et revenir. Nous sommes bien au carrefour, pas n'importe lequel, le carrefour de la santé, celui-là même qui vous donne des informations en ce qui concerne la santé et qui répond également à toutes vos inquiétudes et également aux inquiétudes de toute la famille. Nous sommes ce soir avec Dr Robert Assimaïla et nous sommes en train de parler du tétanos. Nous avons dit ce que c'est que le tétanos au début. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, le tétanos, c'est cette maladie infectieuse qui est causée par une toxine sécrétée par une bactérie, voilà, qui est causée par une bactérie, si on peut le dire ainsi. Voilà, et parmi les signes que donne cette bactérie, bien parmi les signes qu'affiche une personne atteinte de tétanos, nous avons le trismus qui constitue une contracture des muscles de la mâchoire, il a dit, et cette contracture va ensuite se généraliser vers la fin, passant par des céphalées, passant par des douleurs au dos, passant par des douleurs au thorax. Voilà, je crois que docteur, c'est ce que vous avez dit. Tout à l'heure, on a mis une pause. Nous allons revenir là-dessus. Si vous pouvez nous expliquer un peu mieux ces signes et en même temps nous dire comment est-ce que ces signes surviennent. Vous l'avez expliqué, il y a la phase d'incubation, après il y a la phase d'invasion. Mais quels sont les mécanismes par lesquels ces signes surviennent? Voilà. D'accord. Je reviens un peu sur les signes à la phase d'état, qui est la contracture généralisée. Donc, c'est une contracture permanente, d'accord, douloureuse, permanente, douloureuse, inversible, d'accord. Elle peut s'associer à des paroxysmes. Le paroxysme, c'est l'amplification des tonus musculaires. Ouais. Les muscles qui sont déjà contracturés, maintenant, le tonus devient amplifié encore. Donc, tout ceci va conduire à quoi? À l'attitude d'opisthostonose, comme je viens de le dire. Vous allez voir la personne qui est courbée en arc. Wow. Donc, c'est caractéristique. On n'a pas besoin d'un bilan ou bien d'une autre analyse pour pouvoir confirmer cela. Oui. D'accord? Devant tous ces signes-là, on confirme qu'il y a le tétanos. Maintenant, comment surviennent ces symptômes? Comme on vient de le dire. Tout d'abord, suite à une effraction de la peau ou bien à une plaie, tout simplement, d'accord, la spore tétanique va arriver au niveau de la plaie, d'accord. Une fois au niveau de la plaie, elle va se transformer en forme végétative. C'est la forme la plus dangereuse. Celle qui reste dans l'organisme. Oui, celle qui reste dans l'organisme. Donc, cette forme va sécréter deux toxines, la tétanolysine et la tétanospasmine. Oui, oui. D'accord? La tétanolysine, lui, son rôle, c'est quoi? Lui va empêcher les cellules de défense de l'organisme de combattre la bactérie. Donc, il coupe les liens
d'accord, de défense de l'organisme. Et pour donner le champ libre à la tétanospasmine. La tétanospasmine, lui, il va entraîner quoi? Il va migrer par voie sanguine ou lymphatique. Il va aller jusqu'au niveau du cerveau, au niveau des neurones. C'est là-bas qu'il agit. Donc, on comprend qu'au niveau des neurones, une fois arrivé là-bas, il va entraîner, il va désorganiser. Nous comprenons plus simplement que le système nerveux nous permet de faire des mouvements musculaires, de faire ceci, de sentir la douleur, tout ça là, d'accord. Lui va aller au niveau du contrôle musculaire, là où les muscles sont contrôlés. Il va désorganiser là-bas, inhiber les réflexes et donc créer son propre réflexe à ce niveau. Ce qui va faire que les muscles, on va comprendre plus tard, les muscles vont se comporter de façon anarchique. Voilà. Donc ça va entraîner un désordre et ça va entraîner une contracture. On comprend par cela comme ça. Maintenant, ces muscles entraînant des contractures au niveau de la face, les mâchoires qui deviennent serrées, difficile d'ouvrir la bouche, c'est impossible même d'ouvrir la bouche du patient et donc on ne peut pas l'alimenter. Ça se comprend. La respiration aussi peut être atteinte à ce niveau parce que tout passe par la bouche, l'œsophage et les trachées. On comprend aisément par là que c'est comme ça. Donc, ce que je peux dire par rapport à tous les signes qui peuvent arriver. C'est comme ça se manifeste. Et c'est même par là que surviennent les complications, je crois. Oui. Parce que parmi les complications, vous avez la contracture de la trachée, la contracture du système et cardiovasculaire, un des autres. Et tout cela peut entraîner un trouble du rythme cardiaque et un décès peut en suivre. Donc, faites très, très attention. C'est pour cela même que quand vous vous blessez ou quand vous avez un accident, une fois à l'hôpital, si vous n'êtes pas immunisé, si vous n'avez pas encore pris votre vaccin contre le tétanos, on vous demande un vaccin antitétanique et des fois l'on associe également le sérum antitétanique. C'est juste pour éviter que tout cela ne dégénère, c'est pour éviter que vous n'ayez des complications graves ou que vous ne passiez de l'autre côté du rideau juste parce que vous avez eu une petite plaie, parce que il l'a dit, il a expliqué cette contracture, ce désordre qui est créé au niveau du système musculaire va également entraîner une contracture anarchique des muscles de la trachée et du système cardiovasculaire. Cela peut entraîner un trouble du rythme cardiaque, voilà, et un décès peut suivre. Mais docteur, dites-nous, qu'est-ce qu'il en est en fait? Est-ce que quand on fait sa maladie, est-ce que c'est fini, on en reste là ou est-ce qu'il y a une suite? Quelle en est la suite? C'est-à-dire l'évolution, est-il toujours favorable, toujours défavorable ou est-ce qu'il y a un mixage quelque part? Ok, merci. Il faut comprendre que comme pour toute maladie, il faut traiter. D'accord? Maintenant, la tétanos n'échappe pas à la règle. Comme tétanos, il faut traiter. Si on ne traite pas, les complications, comme on vient de le dire, peuvent survenir. Et ces complications, comme vous l'avez dit, on a les troubles de la déglutition, l'alimentation n'est plus possible. On a les difficultés respiratoires, les muscles cardiaques sont désorganisés, troubles du rythme pouvant conduire au décès. C'est pourquoi il faut traiter. D'accord? Mis à part cela aussi, la porte d'entrée, comme vous l'avez dit, c'est une ouverture qui est susceptible de laisser passer toutes sortes de bactéries. Et donc, on peut avoir une surinfection. Une septicémie va conduire vers un décès. Une septicémie, c'est... La septicémie, elle revient toujours, revient toujours parmi les complications de toutes ces maladies infectieuses que nous avons eu déjà à voir sur ce plateau. Notre chef de file, notre cheftaine de file, la septicémie, elle revient toujours. Voilà. Toujours. Donc, il faut faire énormément attention. Maintenant, est-ce que ça voudrait dire en fait que le simple fait de nettoyer la plaie suffit déjà? Est-ce que cela suffit déjà? Parce que je crois que si vous n'êtes pas vacciné, si vous n'êtes pas immunisé contre le tétanos, quand vous faites votre accident ou lorsque vous faites votre plaie, on doit systématiquement vous administrer le vaccin antitétanique. Oui. Exactement. Merci. Concernant cet aspect, c'est vraiment capital. Il ne s'agit pas de juste nettoyer la plaie et bon, c'est bon, et on passe. Non. Parce que la tétanospasmine, une fois qu'il rentre au niveau de la plaie, il se multiplie rapidement. C'est des millions et des milliers de bactéries qui sont créées. Donc, nettoyer juste la plaie ne suffit pas. Il faut dès lors associer un traitement.
Prévenir vaut mieux que guérir. Hein. Il faut Exactement. associer le traitement et le traitement peut être préventif ou curatif. Mais nous allons survoler le traitement curatif parce que je crois que cela ne vous concerne pas. Mais vous devez juste retenir que lorsque vous commencez par sentir hein, votre mâchoire qui se contracte d'une manière inhabituelle, lorsque vous commencez par avoir des douleurs thoraciques, lorsque vous commencez par avoir des maux de dos, bref, lorsque vous sentez une dysfonction, un dysfonctionnement dans votre organisme, rendez-vous dans un centre de santé le plus proche ou encore demandez conseil auprès de votre médecin. Lui seul sera vous guider. Maintenant, docteur, hein, le traitement préventif, c'est ce qui est vraiment important pour nos téléspectateurs. Voilà. Hein, qu'en est-il de ce traitement préventif exactement? Qu'en est-il de la prévention? Comment faire pour que lorsque même nous avons une plaie, lorsque même nous avons eu un accident et nous sommes fait des plaies, comment faire pour ne pas choper le tétanos? Exactement. Le traitement préventif doit être notre médecine de tous les jours. Ouais. Nous, les pays à ressources limitées. Ouais, voilà, moyen. Voilà, limité, il faut qu'on le dise. Il faut la prévention. Et donc, on ne peut se prévenir que par la vaccination. Ouais. C'est le seul moyen, malheureusement, ou bien heureusement, qui est disponible pour se prévenir du tétanos. Maintenant, la vaccination, il faut savoir que elle commence déjà, hein, comme je l'ai dit, il y a les trucs médicaux, je reviens un peu en arrière, il y a les plaies médicales, comme je l'ai dit, qui sont les portes d'entrée. Un enfant, lors de l'accouchement, à la coupure du cordon ombilical, si on ne le fait pas avec le matériel stérile tout ça là, on peut contaminer à cet endroit. Et donc, l'enfant va choper le tétanos. Donc, déjà, dans le programme élargi de vaccination, à partir du 6e semaine, le vaccin est administré à l'enfant. D'accord? Et donc, après, il va suivre le programme normal. On va le faire quoi? En 1 mois. Après 1 mois. 1 mois de prenant, comme repère, le premier jour, il a reçu son premier vaccin. Exactement. Ça dit 3 doses à 1 mois d'intervalle chacun. Ouais. Et après, on va faire les rappels à 1 an, puis toutes les 5 ans. Ce qui va nous conférer une immunité pour nous protéger contre cette bactérie. Tous les 5 ans à vie, chaque 5 ans, on doit faire le rappel. Chaque 5 ans. On doit faire le rappel. Chaque 5 ans. Ce qui fait que je crois que dans la définition du tétanos, une personne qui fait le tétanos, c'est soit une personne qui n'est pas du tout vaccinée, soit c'est une personne qui est mal vaccinée, soit c'est une personne qui n'a pas bien suivi le programme vaccinal que le docteur vient de détailler. Donc, nous avons dit, la première dose, quand vous prenez la première dose, vous prenez la deuxième après 6 semaines. Non, après chez l'enfant, c'est à 6 semaines, on peut commencer la dose. Oui, ça, c'est avant 6 semaines, c'est pas possible. Mais une fois que vous l'avez fait à 6 semaines, à la 6e semaine, bref, dès que vous avez votre première dose de vaccin antitétanique, vous prenez la deuxième dose à 1 mois d'intervalle. Exactement. Ensuite, là, après la deuxième dose, encore après 1 mois, vous prenez. Après 1 mois encore, vous prenez. Ça fait 3 mois. Et après la 4e. Rappel, 1 an. Après 1 an. Et ensuite, chaque 5 ans et 5 ans. Cela à vie. Il ne s'agit pas de prendre après. Les 5 premières années et puis après vous arrêtez. Non. Vous les prenez chaque 5 ans. Voilà. Et ce à vie. Ce n'est que cela qui va vous donner une immunité voilà, à vie. Et une raison également pour vous d'avoir sur vous votre carnet jaune et d'y veiller attentivement parce que si vous n'avez pas un carnet jaune sur vous, cela peut vous échapper comme tout le monde. Il peut arriver que vous oubliez, mais si vous avez votre carnet où tout est noté, de temps en temps, jetez-y un coup d'œil. Cela vous permettra d'avoir à l'esprit le prochain jour où vous allez faire votre vaccin anti-tétanique. Nous allons tout à l'heure voir nos téléspectateurs qui sont en ligne et vous prendre peut-être 2 questions. Voilà pour Dr. Ouro Beret. Voilà, si la régie est prête, nous allons prendre le premier téléspectateur. Bonjour docteur. Un grand plaisir de vous revoir dans votre émission. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci pour vos efforts. Concernant le thème de cette semaine portant sur le tétanos, j'ai une inquiétude que j'aimerais partager avec vous.
Ma question est la suivante. Quel est l'agent responsable du tétanos? Merci, docteur. Bonne suite. Sa question est la suivante. Quel est l'agent responsable du tétanos? Je crois que nous l'avons déjà dit, mais docteur, vous pourrez peut-être la briefer dessus. Exactement. Je remercie les téléspectateurs qui nous suivent et qui permettent l'évolution de cette émission. C'est pour eux, on fait cette émission et ils doivent, on doit les remercier pour la confiance renouvelée chaque temps. Merci, merci docteur. Comme nous l'avons dit, l'agent responsable du tétanos, c'est le Clostridium tetani. Clostridium tetani, c'est une bacille, d'accord, à gram positif, d'accord, qui est tellurique. Oui, nous l'avons dit. Il y a même une image, on peut refaire passer l'image pour elle. Qui est tellurique et qui est anaérobie stricte, qui n'aime pas l'oxygène. Voilà. Je crois que c'est même à cause de cette forme qu'on les appelle des bacilles, ils sont comme, voilà. Voilà, mais ça ressemble quand même au spermatozoïde, hein, docteur. Bon, ben, nous allons revenir dessus, Mais là, il faut retenir quand même, pour celle qui vient de poser la question, tout à l'heure, l'image qui vient de passer, c'est une image qui montre le germe. Là, il y en avait plusieurs parce que c'était sur un champ de lecture au microscope. Donc, il y en avait plusieurs. C'est comme cela que se présente le germe en question. Et ce germe n'agit pas directement, mais il agit à travers des toxines. Voilà, il a dit, il y a le tétanis plasmide et ensuite il y a le tétanolysine. Voilà, exactement. Donc, c'est à travers ces toxines qu'agit voilà, le germe en cause de cette maladie. Un deuxième téléspectateur. J'avais une question qui porte sur comment faire pour éviter le tétanos. Je vous remercie, docteur. Comment faire pour éviter les tétanos? C'était la question que ce dernier nous a posée. Une entité dont nous avons également déjà parlé, mais la répétition. Nous sommes là pour vous, très chers téléspectateurs, docteur. Comment faire pour éviter le tétanos? Comme nous l'avons dit, pour éviter le tétanos, il faut se vacciner. C'est le seul moyen qui peut nous prévenir du tétanos. Oui, quitte à ce que ce vaccin soit bien fait, c'est très important. Nous l'avons dit, la première dose, dès que vous la prenez, vous prenez la deuxième dose un mois après. Un mois après de la première dose. Ensuite, vous prenez la troisième dose un mois après la deuxième dose. Puis après, vous prenez la quatrième dose un an après la troisième dose. Puis, à partir de cette quatrième dose, vous comptez chaque 5 ans et vous vous faites vacciner également à raison d'une dose tous les 5 ans. Voilà. Donc, je crois que nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, très chers téléspectateurs. Nous sommes toujours heureux d'être en votre compagnie. Nous sommes toujours heureux de savoir que vous nous suivez depuis les 4 coins du monde. Cela nous fait énormément plaisir. Docteur Robert, un mot de fin pour nos téléspectateurs. Ok, merci. Je tiens à les remercier. Et ce qu'il faut retenir de cette maladie, c'est que c'est une toxi-infection grave, d'abord, qui est non immunisante. Très important, et qui est secondaire à une effraction cutanéo-muqueuse, suite à une plaie cutanéo-muqueuse, d'accord? Et le seul moyen de le prévenir, c'est de se vacciner bien et correctement en respectant les doses et les rendez-vous pour les rappels. Je vous remercie. Toxi-infection aiguë bactérienne qui a accès à votre organisme à travers des ouvertures cutanées qui peut causer dans votre organisme des dégâts assez importants pouvant aller jusqu'au décès. Un seul moyen de prévenir, c'est une vaccination bien faite et bien suivie. Cela est également une raison pour laquelle on institue systématiquement le vaccin antitétanique chez la femme enceinte. C'était Carrefour de la santé. Nous avons parlé du tétanos avec Dr. Robert Asimaïla, médecin généraliste. Portez-vous bien. Bonsoir chez vous et à jeudi prochain.